On va maintenant accueillir une des plateformes qui fait de l'equity crowdfunding ou du crowd equity, je ne sais plus comment on dit. Joachim Dupont représente la plateforme Anaxago. Au 1er octobre de cette année, vous étiez 4 plateformes à être référencées. Donc Anaxago, Lumo, SoWeFun et WeSeed. J'imagine que depuis, il y en a eu d'autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne aujourd'hui ? Déjà, bonjour à tous et merci de m'accueillir. Par où je vais commencer ? Effectivement, on était 4 le 1er octobre. Alors, le 1er octobre, c'est un peu la date où la finance participative, en tout cas pas dans les logiques de dons, mais dans la finance participative, avec une approche plus financière, c'est-à-dire sur les logiques de dons ou d'investissement, et un peu rentré dans la cour des grands, puisqu'auparavant on était un petit peu considéré, on a parlé tout à l'heure de saltimbanque, un peu comme les hippies de la finance. Pourquoi ? Parce qu'on opérait dans un statut qui n'existait pas, dans une espèce de zone grise. On a dit tout à l'heure, il y a toujours des dérogations, on peut toujours les utiliser. En fait, on s'est approprié ces dérogations, elles n'étaient pas là pour nous. Et depuis le 1er octobre, sous l'influence, encore une fois, de Fleur Pellerin, finalement, on la retrouve, c'est un peu notre fil rouge ce matin, le gouvernement a décidé de donner une place à part entière à la finance des intermédiaires en créant un statut bien particulier. On connaissait les statuts de banque, on connaissait les statuts de société de gestion, les statuts de conseiller, et aujourd'hui on a les statuts de plateforme de financement participatif. Donc ça, la France a été assez pionnière pour le coup dans ce domaine-là, puisqu'on est le premier pays au monde à avoir légiféré dans ce sens-là. Les États-Unis en parlent depuis décembre 2011 et n'ont toujours pas abouti. Et finalement, on a été alors ça a été 2 ans de lobbying, 2 ans de discussion, mais finalement, on a été assez actifs. Et le 1er octobre, donc, une nouvelle loi dans le crowdfunding, 4 sociétés qui disposent d'un nouvel agrément, dont Anaxago fait partie, et d'autres sociétés côté prêt, dont Unilen n'a pas demandé, je crois, l'agrément, puisqu'il opère un petit peu en dehors de ce cadre-là. Mais aujourd'hui, on sent qu'avec un nouveau cadre législatif, il y a de nouvelles pratiques, il y a de plus en plus de demandes. Alors, je crois il y a toujours que 4 sociétés qui ont été agréées en ce qui concerne l'investissement en fonds propres. Je crois que c'est 9 côté prêt. Il y en a une dizaine sur les IFP. On a des échos qu'on a de la part de l'Orias qui fait l'enregistrement, c'est qu'il y aurait une quarantaine de sociétés qui auraient fait des demandes depuis la création du statut. Donc c'est en pleine effervescence. Ça ne veut pas dire que c'est autant de plateformes qui vont forcément opérer derrière. Ça ne veut pas dire que c'est forcément également autant de généralistes qui vont s'installer, mais il peut y avoir des plateformes beaucoup plus spécialisées. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà, je ne sais pas quel angle vous voulez donner parce que sur l'aspect réglementaire, on en a beaucoup parlé. Donc, Comment ça fonctionne ? Je sais que vous recevez, je voyais dans un article, je reprends le micro, 2 secondes, de 80 à 120 demandes de financement par mois, oui, et que vous en retenez 3%. Et je vois que tout à l'heure, il restait 4% des entreprises culturelles. Oui, je vous laisse faire le calcul sur le nombre de dossiers culturels qu'on reçoit chaque mois et qu'on accepte. Non, en fait, on a une visibilité qui est assez forte parce qu'on est sur Internet. Donc forcément, on vient vite taper à notre porte quand on a besoin d'argent. Et donc, c'est souvent qu'on vient nous demander de l'argent. C'est pas pour autant que tout est finançable. Tout à l'heure, on l'a dit, il y a des logiques de dons, des logiques de prêts, des logiques d'investissement. Aujourd'hui, quand un investisseur vient mettre 1 000, 2 000, 5 000 ou 10 000 euros dans un projet, c'est parce qu'il estime pouvoir en tirer une rentabilité à un moment donné. Même, il est prêt à prendre du risque, mais ce risque doit être compensé par un projet de croissance. Donc c'est pour ça qu'il y a de facto les projets artisanaux, des projets qui n'ont pas vocation à avoir une très grosse croissance. On n'est pas en mesure de les financer. Et dans le milieu culturel, c'est vrai qu'aujourd'hui, les plateformes de dons comme KissKissBankBank, comme Ulule, ou même My Major Company, qui ont été les pionniers dans le milieu culturel, même au niveau européen, au niveau mondial, ont un peu trusté tout le milieu culturel ou artistique parce que c'était des logiques d'autocollecte où l'artiste, ou en tout cas le dirigeant, allait pouvoir fédérer ses cercles. On parle souvent de plateforme d'autocollecte, ça veut dire que finalement la plateforme est une tirelire, est un outil, mais les membres de la plateforme vont, eux, peu contribuer. C'est au dirigeant lui-même d'aller faire le tour des popotes de ce qu'on appelle
les trois cercles. Alors, les trois cercles, très rapidement, c'est le premier cercle, les amis et la famille. Le deuxième cercle, c'est les amis d'amis, un peu les gens que vous avez sur Facebook, mais vous ne savez pas trop d'où ils sortent, mais vous savez que vous les avez croisés un jour. Et enfin, vous avez un troisième cercle qui sont les gens que vous ne connaissez pas, mais qui ont un intérêt dans votre projet, qui ont un projet dans l'histoire que vous allez raconter. Aujourd'hui, les plateformes d'autocollecte fédèrent le premier et le deuxième cercle très bien, et le troisième par ricochet. Alors que sur Anaxago, sur Unilen, il y a très peu de chances que vous retrouviez quelqu'un que vous connaissez. C'est un petit peu ce qui fait la différence, même si c'est toujours bien d'avoir un noyau dur de gens qui vous soutiennent, et notamment dans les logiques d'investissement, parce qu'en fait, il faut bien comprendre, quand on cherche du financement, se mettre à la place de la personne en face. C'est pas... on a le mauvais rôle à un moment donné, parce que finalement, quand le mois dernier, on a reçu 120 dossiers, on a dit non à près de 97 dossiers. Donc finalement, on passe pour les types moins sympas d'un coup, mais on essaye de se poser la question, que vient chercher l'investisseur? Et je pense que quand on va chercher des fonds, il faut se dire, finalement, qu'est-ce que j'apporte à un investisseur? Est-ce que ça va être une rétribution, une contrepartie qui est émotionnelle? Parce que vous parliez tout à l'heure d'un design, d'un jeu vidéo, etc. Est-ce que je vais créer mon avatar? Est-ce que je vais vous offrir un avatar parce que j'ai ce talent de dessinateur? Et donc, on est dans la rétribution non financière, un peu émotionnelle, auquel cas je vais plus chercher du don sur des montants qui sont entre 20, 50, 100 euros. Ou est-ce que finalement j'ai un vrai projet d'entreprise? Steven Hearn en parlait tout à l'heure. Est-ce que finalement j'ai un vrai projet d'entreprise? Et on s'est croisé sur certains dossiers à la Gaîté Lyrique en disant, bah voilà, il y a un vrai projet qui nécessite 100, 200, 300, 500 000 euros avec un projet de croissance, des recrutements. Et là, effectivement, on peut plus être sur des logiques d'investissement en fonds propres sur un capital risque ou en prêt pour les sociétés un peu plus matures. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer très précisément quel est le processus dans l'investissement participatif? Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à l'investissement traditionnel? Est-ce qu'on échappe à la phase de due diligence ou pas? Non, désolé. On n'y échappe pas. En tout cas, pas chez nous. Chez Unilen, je pense encore moins, et c'est encore plus formalisé. Mais je vous laisserai peut-être poser des questions si vous voulez interagir, parce que je vous ai été sage toute la matinée, donc n'hésitez pas. On va regarder clairement des choses différentes selon que vous allez aller sur du capital ou sur du prêt. Et le travail de due diligence va pas avoir les mêmes focus et le même temps, on va dire, de réalisation entre les deux sujets. Mais dans les deux cas, on va quand même s'attacher à regarder les capacités financières de l'entreprise, ses perspectives, et puis les éléments qui sont de nature à inquiéter ou rassurer les investisseurs qui vont se positionner sur le projet. Parce que dans les deux cas, que ce soit sur l'equity ou que ce soit sur le prêt, comme une caractéristique qui est importante, c'est que les prêteurs, ils sont sans filet. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de nantissement, ils mettent les fonds s'il y a un défaut de la société à fonds perdu. Voilà, bah ça explique Vous voulez poser une question, monsieur? Merci. C'est effectivement une question, c'est-à-dire, est-ce qu'une des spécificités de l'économie de la culture, c'est pas aussi qu'on ne cherche pas que de l'argent, mais aussi du temps? Par exemple, moi, là, en ce moment, je suis en train de monter un dossier avec différentes sources de financement qui me demandent toutes des échéances et des prêts qu'il faut donc rembourser. Les échéances sont de 2 à 5 ans, et c'est quelque chose qui est à la limite... Enfin, c'est vraiment nos hypothèses les plus optimistes qui imaginent que, alors par exemple, je pense qu'on peut être plusieurs dans ce cas dans la salle, à aspirer à développer un catalogue, des modèles de rentabilité qui sont clairement à long terme, intéressants mais à long terme. Et du coup, est-ce que votre rôle se situe que dans l'argent, et en particulier chez vous, à quelle échelle est-ce que vos investisseurs attendent de rentrer dans leurs fonds? Mais écoutez, j'aurais apprécié votre dossier, parce qu'en général, les dossiers que je reçois font 18 millions de chiffre d'affaires la 3e année. Donc en tout cas, bravo pour votre business plan raisonnable. Il faut bien comprendre la logique dans laquelle on est. Soit on parle de capital risque, c'est-à-dire que les gens sont... Le capital risque, c'est la définition même, c'est une prise de participation minoritaire et temporaire. C'est-à-dire que les gens sont là pour prendre des risques au début de l'entreprise, quand elle ne fait pas encore 10, 15 millions de chiffre d'affaires, avant le premier 2 millions de chiffre d'affaires et avant la rentabilité le plus souvent, en disant on prend un risque, on sait qu'on est embarqué dans ce qu'on appelle un peu la vallée de la mort du financement.
Alors, la veille de la mort du financement, peut-être que certains d'entre vous la traversent, ou en sont sortis, ou viennent de la démarrer. C'est-à-dire qu'en France, quand vous cherchez entre 100 000 euros et 2 millions d'euros, il y a peu d'acteurs auprès desquels se tourner. Donc il y a eu du love money. La finance participative vient combler un petit peu ce trou pour financer, soit parce que finalement, quand vous regardez les statistiques, le capital risque, ce n'est pas rentable en France, même fait par des professionnels, etc. Donc il y a peu de gens qui le font, il y a beaucoup plus de gens en retournement, il y a beaucoup plus de gens en capital développement, etc. Donc il faut bien prendre conscience que les gens sont prêts à prendre ce risque-là sur environ 5 ans, 5-6 ans, sachant qu'une entreprise, on sait comment on rentre, mais on ne sait pas comment on va en sortir. Donc ça, c'est encore logique, mais le contrat moral qu'on demande aux entrepreneurs d'avoir avec leurs investisseurs, c'est de dire, vous acceptez leur fonds à un moment où vous en avez besoin, mais à un moment, il va falloir rechercher une opportunité de sortie. Et c'est presque un contrat moral, pour le coup, de se dire, ces gens m'ont fait confiance au début, ils ont pris le risque que personne ne voulait prendre, et donc il faut que je leur trouve une sortie. Dans les logiques de prêt, vous avez des échéances tous les mois. Donc là, c'est votre business model. Il faut prouver que votre business model a une capacité d'autofinancement suffisante pour rembourser tous les mois. Alors que des actionnaires n'ont pas cette même logique. C'est pour ça qu'on intervient dans des phases qui sont un peu différentes. Sur le prêt, on se concentre sur les entreprises qui ont déjà déposé 3 exercices comptables. Donc il faut avoir, pas forcément 3 années, parce qu'il y a des exercices qui peuvent être plus courts, mais au moins avoir clôturé 3 bilans. Et on va s'attacher, quelque part, à voir déjà si l'entreprise elle est capable de faire face, dès le mois suivant, à la première mensualité qui va tomber. Parce que la réalité, elle est que tous les mois, dès le premier mois d'emprunt, il va falloir rembourser. Donc on va se positionner sur des phases de création ou de maturité d'entreprise qui sont extrêmement différentes de celles du capital risque. Et justement, quand on va avoir même des sociétés qui ont cette ancienneté, qui ont leurs 3 ans d'ancienneté, mais qui n'ont pas forcément ou la maturité, ou qui veulent faire une marge tellement importante dans leur développement en allant chercher des fonds que le prêt n'est pas adapté et que on va être plutôt sur des besoins en capitaux, on va adopter des approches différentes. Voilà. Donc pour les entreprises, quand elles sont jeunes, très jeunes, clairement, on ne va pas aller sur du prêt. C'est vraiment là, il n'y a pas d'antécédent, on va être sur du capital risque. Après une certaine maturité, ça va dépendre du projet de l'entreprise et de sa stratégie aussi, parce que tout le monde n'a pas non plus envie d'ouvrir son capital. Voilà, donc il y a des phases. Et il y a des besoins, et les plateformes, qu'elles fassent de l'equity ou du prêt, vont s'attaquer à des cibles d'entreprises finalement assez différentes. Bonjour, c'est peut-être une question un peu simple, mais l'equity, l'entrée en capital, est-ce que ça suppose en fait un pourcentage de ce capital ? Oui, alors c'est vrai que j'aurais dû reprendre la base dès le départ. On parle d'equity crowdfunding, de crowd investing, etc. C'est-à-dire que finalement, la contrepartie qu'on va avoir... Je vais vous donner un exemple très simple, c'est l'exemple sur Kickstarter, Oculus Rift, vous avez peut-être entendu parler. C'est ce casque en 3 dimensions alors je ne me souviens plus du montant de la collecte, mais ils ont collecté plusieurs millions d'euros auprès de donateurs. C'est-à-dire les gens ont donné pour recevoir un casque, etc. Et finalement, donc la rétribution de ce don était de recevoir le casque à un moment donné, ou de recevoir je ne me souviens plus exactement. Et dans le temps de la production, parce que finalement on a financé le lancement de la production, enfin ces gens-là ont financé le lancement de la production, Oculus Rift a été racheté 2 milliards d'euros par Facebook. Là, vous allez comprendre la différence entre les deux, c'est qu'ils auraient été actionnaires, ils auraient eu 2 milliards en poche. Là, ils attendent le casque. Donc finalement, quand on est dans le crowd investing, on est dans cette logique-là de devenir actionnaire, partie prenante de l'entreprise. On n'est pas préacheteur, on est actionnaire, on est partie prenante, comme quand vous associez avec un fonds. Donc on détient, la contrepartie, c'est bien une action, une part de propriété de l'entreprise. Mais si l'entreprise au départ a un tout petit capital, oui. Et qu'on cherche à lever beaucoup d'argent, Oui. Plus que le capital de départ, Oui. Ça se passe. C'est la magie de ce qu'on appelle la prime d'émission dans nos métiers. La prime d'émission, c'est-à-dire rien que ma bonne idée, j'ai mis 10 000 euros dans la société et mon idée est tellement bonne qu'aujourd'hui, ma société vaut 100 000 euros. Et donc ça, c'est le jeu de la valorisation. Un investisseur intéresse que la valorisation soit la plus faible possible. Faut partir du principe que quand vous faites un tour de table en amorçage, en général, vous allez céder entre 25 et 40% du capital sur un premier... Enfin, voilà, pour compte tenu de ce niveau de risque. Après, on a plein de... Alors, je ne sais pas s'il y a un public un peu financier ou si je vais vous... Non, pas du tout, donc je ne vais pas m'engager dedans, dans la valorisation, mais on va faire un calcul très simple. Si aujourd'hui, je mets 1 000 euros, compte tenu du risque que je vais prendre, je vais espérer en avoir 5 000 dans 5 ans. Okay.
Combien doit être la valeur de l'entreprise aujourd'hui, sachant que si je veux 1000 euros, je veux revendre 5000 dans 5 ans. Si votre valorisation aujourd'hui est de 10 millions d'euros et que je sais que je ne vendrai jamais 50 millions, ça ne sert à rien. Si je sais qu'aujourd'hui, je la valorise 200 000 euros et que compte tenu de mes perspectives, je pourrais la revendre 1 million dans 5 ans, l'investisseur s'y retrouve. C'est toujours se mettre à la place de l'investisseur pour comprendre la valorisation, sachant que je vous ai donné la définition du capital risque, c'est une prise de participation minoritaire et temporaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je serais majoritaire dans les 26 entreprises qu'on a financées, je ne saurais pas quoi en faire des entreprises. Donc, on n'a pas d'intérêt, et les gens qui sont là ont un métier ou autre chose. Donc, personne n'est là pour prendre la place du dirigeant et avoir une majorité. Mais, Merci. Donc, moi, je travaille dans le financement de films, mais maintenant, je fais aussi je développe des projets moi-même en tant que producteur. Et donc, je change un peu de métier, et je suis dans la phase développement la plus dure à financer. Et donc, je voulais savoir, pour les deux, est-ce que vous êtes prêts à financer aussi ce genre de phase ou à venir dans les sociétés qui démarrent avec une activité comme ça, ou production de films, de séries télévision très internationales? Vous avez dit beaucoup de choses qui semblent intéressantes, c'est production de films internationales, etc. Passer ça, il faut voir nous, notre principe, c'est de dire d'une idée, est-ce que cette idée a trouvé son marché? Vous êtes dans un marché qui est très concurrentiel, est-ce que vous avez une forme d'innovation quelconque, ou finalement est-ce que c'est une société de production parmi les autres, auquel cas vous pourrez sortir votre épingle du jeu, mais finalement l'investisseur va se dire il y en a tellement, je maîtrise pas, il n'y a pas de barrière à l'entrée, il n'y a pas de... Donc, est-ce que c'est finançable ou pas? Ça, c'est à vous d'y répondre et de dire, voilà pourquoi je crois que mon entreprise, demain, ça peut devenir, je vais être en mesure de produire et de faire mon trou dans ce domaine-là. Donc, il faut, dans le capital risque, en tout cas, dans la manière dont on innove, présenter une forme d'innovation. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, même sur des secteurs qui peuvent paraître innovants, comme le e-commerce, on a du mal à financer le e-commerce. Parce que les gens se disent, attendez, vous avez en face, vous avez Amazon, si je tape prêt-à-porter sur Internet, même si un jour vous êtes à la 16e place sur Google, ce sera génial, mais ce sera toujours la 2e page. Donc, finalement, est-ce que vous avez une barre, est-ce qu'il y a un avantage concurrentiel, est-ce que quelque chose est fait différemment? Si vous me dites, oui, on a un produit qui est innovant, on produit des choses différemment, là oui, ça peut être financé. Toutes les bonnes idées peuvent être financées. Sur le prêt, on va s'attacher à regarder. Bon, déjà, il faut que vous ayez ces 3 années d'ancienneté. Là, on ne peut pas y déroger. Quelque part, sur les plateformes de prêt, on ne va pas trouver d'investisseurs, de prêteurs qui sont prêts à aller sur des entreprises qui sont plus jeunes que ça, parce qu'elles ne vont pas avoir les informations financières qui vont permettre de se dire, par rapport au risque que je prends, le retour attendu est suffisamment satisfaisant. Au-delà de ça, la différence qu'on va avoir, si on va regarder... et là, je rejoins le discours de Steven avant, la santé financière de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est pas la même chose. Quand une entreprise vient voir pour faire une demande de prêt et qu'elle veut prendre un risque face à ce prêt, quand elle a des fonds propres ou quand elle est depuis des années en fonds propres négatifs et qu'on sent qu'elle tire sur la corde sur les lignes de crédit, sur le court terme, sur ses besoins de financement. Donc c'est aussi la structure, et c'est vraiment un point à ne pas négliger, la structure du bilan, du compte de résultat de l'entreprise qui va faire sa capacité de remboursement, sa solidité, et donc l'intérêt ou non de positionner cette entreprise pour lui faire bénéficier d'un prêt sur l'une des plateformes qui le permet. J'avais une autre question, enfin j'ai 2 autres questions en fait. Je suppose que vous prenez des commissions au passage, je ne sais pas exactement. Est-ce que vous aussi vous entrez au capital du coup dans ce cadre-là ou pas forcément? Des fois oui, des fois non. Et ma deuxième question, c'était par rapport, pour rejoindre la question précédente, par rapport à l'investissement et au crowd investment dans le film, le cas d'Iron Sky, qui me semble-t-il n'avait pas non plus des garanties extraordinaires et pourtant il a réussi à être crowd equity, je ne sais pas comment dire. Alors, sur les plateformes de prêt, aujourd'hui, on permet de faire des prêts de 25 à 250 000 euros. On ne fait jamais de prise de participation. Donc, c'est du pur bas de bilan, c'est c'est équivalent à un prêt que vous auriez demandé à votre banque. La différence par rapport au secteur bancaire, c'est que ça va aller beaucoup plus vite. Nous, on a des délais d'étude des dossiers qui sont de 72 heures en moyenne. Et au bout de 72 heures, on vous donne la réponse.
Et surtout, ça va être aussi beaucoup plus simple. Monter un dossier, ça va prendre pour le chef d'entreprise entre 15 et 20 minutes. Ensuite, c'est un financement qui se fait sans garantie, sans affectation, donc on peut tout à fait financer de l'immatériel. Et je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant pour votre industrie. Voilà. Pour terminer sur le coût, alors, voilà, les intérêts sur Unilen, ils sont fixés par les prêteurs. Donc on a un système d'enchères inversées, c'est-à-dire que chaque prêteur se positionne sur chacun des projets en fixant le taux d'intérêt qu'il souhaite avoir et le montant qu'il souhaite prêter à l'entreprise. Quand il y a sursouscription, ce qui est le cas sur la quasi-totalité des projets sur la plateforme, on ne retient après que les offres des prêteurs qui ont été les plus intéressantes pour l'entreprise. Donc si on a récolté la somme sur 100 prêteurs, mais qu'on a 120 personnes qui se sont positionnées, on va retenir les 100 prêteurs qui ont positionné le taux d'intérêt le plus bas. Donc plus l'entreprise va attirer les prêteurs et quelque part plus son taux va baisser sur la plateforme. Comment est-ce que nous on se rémunère? On se rémunère parce qu'on prend 4% du montant débloqué. Il n'y a pas d'autres frais cachés, il n'y a pas de contrepartie demandée. C'est tout à fait transparent. Vous payez les 4% au moment du déblocage des fonds. Ça ne fonctionne qu'au succès, c'est-à-dire que si les fonds ne sont pas récoltés, il n'y a aucun coût, bien évidemment, pour l'entreprise. Et après ça, 100% des intérêts sont versés aux prêteurs. L'État se rémunère quand même largement au passage. Oui, aujourd'hui, les intérêts sur la plateforme, on permet de les placer entre 4 et 10%. Et en moyenne, les projets aujourd'hui, ils se financent entre 8 et 9,5%. Là, aujourd'hui, les commissions sont partagées entre 3 et 5% côté entreprise et entre 2 et 5% côté investisseur. Donc, on fait contribuer les deux parties prenantes dans le modèle. Et Anaxago se rémunère on intervient, donc on investit dans toutes les sociétés. Et pour le suivi qui est réalisé, c'est 10% de la plus-value qui est reversée à Anaxago quand on crée un véhicule et qu'on gère ce véhicule pendant toute la durée de l'investissement. Et oui, on investit dans toutes les sociétés. Je ne crois pas beaucoup me tromper en disant que pour l'instant, vous n'avez pas financé d'entreprise culturelle. Je cherchais tout à l'heure pendant le... Je cherchais, ça fait 1h30 que je creuse. Non. Non, en fait, on a reçu, on en a vu, mais alors on se retrouve toujours dans le même problème. La même problématique, c'est que c'est un secteur qui est finalement très concurrentiel. Et le problème que vous avez soulevé, mademoiselle, tout à l'heure, on se retrouve toujours dans ce problème. C'est que comme dans tout domaine, il faut qu'on ait des points de référence. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des choses très risquées. Par exemple, on a financé un candidat médicament pour la lutte contre l'AVC. Bon, c'est très risqué, c'est très en amont, etc. Mais les gens, enfin, ça parlait. Finalement, mais on a des experts qui nous ont dit, voilà, ce projet, compte tenu des chercheurs autour, etc., a une chance d'aboutir. Dans le milieu culturel, on n'a pas encore suffisamment mais Steven serait par exemple un expert reconnu pour être en mesure de juger de la rentabilité de ces modèles. Il faudrait qu'on soit en mesure d'avoir suffisamment de demandes, déjà, parce qu'on n'a pas beaucoup de demandes du milieu culturel. Parce que tout va plutôt vers Ulule ou KissKissBankBank ou ces plateformes-là où les chanteurs vont sur My Major Company. Donc on a peu de demandes finalement quand on regarde, mais on s'interdit pas du tout de le faire. Mais effectivement aujourd'hui on n'a pas financé tout. Donc c'est un peu le même modèle chez nous. On a financé des sociétés qui sont apparentées. On a financé cet été par exemple une société qui est spécialisée dans les films réalisés par drone. Donc ils fabriquent et ils filment voilà, donc c'est pile dans le secteur de l'activité, même s'ils ont aussi une activité industrielle de fabrication et d'adaptation des drones. Maintenant, je vais rejoindre Joachim sur ce point. Finalement, on a peu de demandes. Et quand on regarde en plus les sociétés qui ont clôturé leurs 3 exercices, le nombre de demandes devient quasi infinitésimal. Et pourtant, sur la plateforme, sur l'année, on a reçu déjà plus de 5000 demandes. J'ai une question donc, pour rebondir sur la question d'Angelica. Donc effectivement, c'est une question d'experts. Et puis, il y a les sociétés de production audiovisuelle donc, ont l'habitude aussi de présenter des line-up, c'est-à-dire plusieurs types d'œuvres donc, qui vont créer l'activité de l'entreprise. Donc ça, c'est peut-être un peu plus lourd qu'un seul projet. Et puis, je me demandais comment est-ce qu'on articule un dossier crowd equity chez vous avec les dispositifs TEPA qui ont été beaucoup utilisés par ces sociétés
de production qui ont effectivement eu des investisseurs privés et donc qui ont pu donner confiance sur un retour sur investissement, parce que c'était quand même le but, même si c'était une niche fiscale. Je ne sais pas si elle va rester longtemps ou pas. Est-ce que là-dedans, il n'y a pas quelque chose à creuser, parce que finalement, vous pourriez être même une alternative pour des gens qui étaient des investisseurs privés dans des sociétés de production audiovisuelle ou de produits culturels? Là-dessus, je vous rejoins. Ça dépend de comment on perçoit le crowdfunding. Est-ce que le crowdfunding, c'est un nouveau moyen de collecte? Finalement, c'est un nouveau réseau de distribution. Quand vous regardez la finance de manière traditionnelle, vous avez une banque ou une société de gestion qui passe par une banque ou qui passe par des conseillers pour collecter de l'argent. Et finalement, notre innovation, nous, c'était d'enlever tout le monde, enlever la banque, enlever la société de gestion, enlever le conseiller, et de dire finalement, ce sera moins cher. On va passer directement de l'entreprise à l'investisseur. Si l'innovation est là, effectivement, on peut l'adapter à tous les moyens de collecte et de financement classiques. On pourrait faire du Sofica, on pourrait faire la loi Girardin Outre-mer pour financer des trucs défiscalisants. Enfin, on pourrait faire à peu près tout ce qui est défiscalisant. Mais est-ce que c'est la nature du crowdfunding? Est-ce que le crowdfunding est là pour ça? Moi, ma conviction, c'est que non. C'est que le jour où on se mettra à faire des trucs un peu chiants comme du Girardin, on n'existera plus. Mais là-dessus, c'est très personnel. Et je pense qu'on a interrogé un petit peu nos investisseurs pour dire finalement pourquoi vous venez investir des dizaines de milliers d'euros sur des projets de gens que vous ne connaissez pas. Parce que la question n'est pas absurde comme ça quand on la pose. Et ils nous disent à 85%, on vient pour l'aventure entrepreneuriale. Donc quand je dis ça dans des cercles financiers, les gens disent mais vous êtes vraiment hippie, ça marchera jamais votre truc. Mais finalement, les gens le font. Et comme ça, on a investi. Là, on a fêté les 10 millions investis depuis 18 mois. Ça, on les a fêtés il y a 4 jours. Donc on se rend compte que ça marche, mais ça marche parce que les gens viennent vivre une aventure entrepreneuriale ou viennent vivre une histoire à laquelle ils croient. On a 3 critères chez nous. On a un projet qui va afficher des courbes de croissance en disant voilà, il faut que j'y aille parce qu'il y a une opportunité, je sens que je ne peux pas louper le train. Je vais mettre presque un ticket de loto. Et le deuxième, c'est un peu l'histoire qu'on va raconter. Des gens sont capables de financer la lutte contre l'AVC, sont capables de faire de l'aventure philanthropie avec des entreprises comme Babylone qui font du microcrédit au bout du monde, vont être capables de financer des choses très innovantes. Donc c'est le storytelling autour de l'histoire. Et le troisième point, c'est la personne qui est derrière. Parce qu'on se dit, voilà, elle a un parcours, elle a une histoire, elle a quelque chose qui me fédère, qui arrive à fédérer. Donc une fois qu'on a ces 3 aspects-là, je pense qu'on peut... Moi, c'est la seule grille de lecture que j'ai réussi à définir pour classifier les projets qu'on peut prendre ou qu'on ne peut pas prendre. Donc faire du Sofica, quelle est l'innovation? Finalement, nous, notre innovation dedans, il n'y en a pas trop. Et on irait juste proposer du capital risque dans le cinéma, sachant qu'on n'est pas les meilleurs, qu'on ne connaît pas ce domaine. Donc nous, on ne le ferait pas. Enfin, en tout cas, pas actuellement. Mais ça pourrait être fait. Mais je pense quand on parle de financement de milieux culturels, il faut vraiment financer des entreprises comme la Gaieté Lyrique, qui est un projet culturel à part entière. On reprend un immeuble parisien, on en refait quelque chose dédié. Enfin, il y a un projet économique derrière. Je pense que notre valeur ajoutée est plus sur ces projets-là, qui sont des projets d'entreprise, mais dans le domaine culturel. Il faut voir nos plateformes comme étant un équilibre permanent entre l'intérêt des emprunteurs et l'intérêt des prêteurs. Nous, on a avant tout un rôle de régulateur sur ces plateformes. Donc on va à la fois gérer les flux et puis piloter le risque à travers ce qu'on va accepter ou pas accepter de mettre en ligne sur nos plateformes. Et donc c'est en permanence cet équilibre qu'il faut tenir, puisqu'on peut tout à fait envisager de mettre des projets, on va dire, plus pointu, plus spécifique par rapport à ce que les prêteurs ont l'habitude de voir. La question après, c'est aussi est-ce que ça va se financer? C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait en face la communauté de prêteurs qui trouve son intérêt et qui a envie de mettre un ticket dessus. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire tout le travail et de se dire qu'au bout du compte, la somme n'est pas réunie et que tout le monde repart de son côté. On a tous perdu notre temps. Donc il faut à la fois avoir les éléments côté entreprise qui vont rassurer les prêteurs et leur donner confiance dans soit les perspectives de retour sur investissement, soit la solidité financière de l'entreprise. Et de l'autre côté emprunteur, il faut garantir cette simplicité, cette rapidité et ce lien qu'on va donner avec une nouvelle source de financement et qui va lui permettre de diversifier les perspectives financières qu'il avait aujourd'hui, plutôt traditionnellement côté des banques. De Christophe, on va aller prendre dans l'ordre. Rapidement, j'ai l'impression qu'il y a un point de blocage et je voudrais que vous me détrompiez. J'aimerais bien. J'ai une petite société qui existe depuis plus de 3 ans, qui fonctionne, qui a un capital de 9 300 €.
qui a comme client France Télévisions. Et France Télévisions propose, accepte que cette société fasse des productions modestement à hauteur de son capital. Demain, si je vais voir France Télévisions, auprès de qui j'ai gagné la confiance ces 3 dernières années, et je lui propose un projet à 250 000 €, France Télévisions risque de me dire fortement, monsieur, vous n'avez pas la capacité de produire ce projet. Est-ce que je peux me tourner vers vous dans ces cas-là? Bien que j'ai trois bilans positifs, etc., j'ai pas l'impression que ce sera un dossier que vous regarderez. Vous voyez, je suis dans des petits chiffres très concrets, mais on avance un pas dans après notre l'autre. cas, il n'y a rien qu'on aime plus qu'un projet où en face, on a déjà un contrat signé qui garantit à l'entreprise, faut qu'on ait une perspective, faut qu'on ait quelque chose qui dise, si le financement est débloqué, dans ce cas-là, en face, il y a un contrat qui permet de remplir la capacité de remboursement de l'entreprise. C'est des dossiers, alors on va bien évidemment quand même regarder les fondements de l'entreprise, mais c'est des dossiers qu'on regarde, qu'on étudie, et finalement, on les a assez régulièrement sur la plateforme. Moi, j'ai encore en tête récemment une société qui est venue nous voir, qui a rien à voir avec la culture, qui était en négociation avec une grande chaîne de distribution pour équiper en sécurité vidéosurveillance tous les magasins. Ils n'avaient juste pas la capacité même d'acheter le stock pour répondre à cette entreprise. Ils sont venus nous voir, c'est un dossier qui est passé extrêmement bien. La société était saine de base, donc même si le contrat ne se faisait pas, elle avait quand même des capacités de remboursement, mais en face, on l'a accompagné sur du financement. C'est vraiment du financement non affecté, c'est du pur besoin en fonds de roulement. On a déjà parlé en partie de ce qu'il fallait mettre dans les dossiers, mais concrètement, si on doit faire une demande, que ce soit de prêt ou d'equity, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un dossier de présentation et quels sont les points clés pour convaincre vos investisseurs? C'est vrai que c'est une bonne question. Non, c'est une bonne question, mais c'est une question qui est compliquée. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous allez... Dites-vous qu'un investisseur, c'est pas quelqu'un d'autre que vous ou moi, parce que finalement, dans le crowdfunding, on s'adresse à des gens comme vous et moi. Donc, c'est pas des gens qui mettent que 100 €. Il y a des gens qui mettent jusqu'à 300 000 € par projet. Donc, comme vous et moi, pas encore moi, mais il y a des gens comme ça. Et il y a des gens qui vont mettre 1 000 €. Il y a des gens qui commencent dans la vie active, d'autres qui ont 60 ans. Donc, finalement, il faut que votre projet il fasse du sens. Il fasse du sens pour des gens qui sont pragmatiques. En fait, moi, je suis toujours stupéfait. On organise des événements tous les mois à Paris. Il y a 200 personnes dans la salle. Et les questions sont d'un pragmatisme. C'est-à-dire que le type arrive sur Internet, il dit voilà, moi, je fais du e-commerce. Avec des mots, on ne comprend rien de ce qu'il fait. Et finalement, il y a un mec qui lève la main, il fait mais comment vous gagnez de l'argent? Et finalement, il faut un peu tout dépoussiérer et se dire finalement comment je gagne de l'argent, pourquoi dans cet univers qui est ultra concurrentiel, pourquoi je vais réussir pourquoi mon projet fait sens, quelle est mon équipe, quelles sont mes ressources et compétences, parce que finalement, on dit qu'il y a 3 critères dans le capital investissement, c'est l'équipe, l'équipe et l'équipe. Donc finalement, si vous arrivez déjà à montrer que vous avez une équipe qui est complémentaire, donc c'est pour ça qu'on a une approche moins bilancielle que dans le prêt, parce que le prêt, voilà, vous êtes capable de rembourser, vous n'êtes pas capable. Nous, en général, les entreprises arrivent, elles n'ont pas de bilan ou des bilans qui sont très moches. Donc on est obligé de trouver autre chose. Donc si vous arrivez à me pitcher votre projet en me disant, voilà, voilà ce que je fais, voilà à quel besoin je réponds, voilà pourquoi je pense que mon offre a une chance d'aller plus loin. Déjà, ces 3 éléments, et voilà comment je vais gagner de l'argent et qui est mon équipe, là, vous avez déjà répondu à 80% des questions que les gens vont se poser. Donc c'est très concret, mais alors ça passe. Si vous allez sur des sites américains comme Kickstarter, vous allez voir. J'adore voir les Américains pitcher parce qu'ils ont une capacité à utiliser des mots simples pour vous expliquer leur projet, leur ambition. Et ce qui est important, c'est ça, c'est de se dire je vais vous faire confiance. J'ai autre chose à faire moi personnellement avec mes 1 000 €, mais je vais vous les donner ou je vais les investir. Je sais qu'ils ont 80% de chances d'être perdus. Mais je vais vous faire confiance parce que vous m'avez embarqué sur un projet. Donc c'est très difficile de dire voilà ce que vous devez mettre concrètement. Je peux vous dire vous mettez des chiffres, vous mettez une vidéo, il faut montrer, il faut surtout réussir à expliquer pourquoi vous êtes innovant ou pourquoi vous faites des choses un peu différemment et pourquoi vous avez décidé de vous lancer. Et encore une fois, on est dans une logique où les sociétés ont pour vocation de recruter, de grossir.
un des critères, ça veut dire si la société ne prévoit pas d'embauche dans les 2 ans, 3 ans ou 1 ou 2 embauches, c'est qu'on est sur des sociétés qui sont quasiment des sociétés individuelles où il va y avoir des sous-traitants, mais on sait qu'on ne sera pas capable de financer ce type de projet. Donc c'est encore une fois bien spécifique à Anaxago. Mais je pense qu'il faut vraiment vous mettre en face de la glace et dire, voilà, si je veux convaincre demain mon voisin qui n'a aucune raison de me filer 1 000 euros et qui a autre chose à faire avec ces 1 000 euros, qu'est-ce que je dois lui raconter de mon entreprise? Donc je vous renvoie un peu la question pour vous poser la question, parce que j'ai pas de... Si j'avais la martingale, je serais plus là. Non, côté prêt, la réponse est beaucoup plus simple. Pour déposer un dossier, vous mettez le sirène sur le site, on va tout de suite vous dire oui ou non. Et à partir du moment où on vous dit oui, on va vous demander les 3 derniers bilans, le cabis de l'entreprise récent, une copie recto verso de votre carte d'identité ou de la carte d'identité du gérant, un RIB, et ensuite on va vous demander de manière facultative des éléments un peu plus qualitatifs ou un peu plus récents. Typiquement, si votre dernière liasse fiscale elle est datée au 31 décembre 2013 et qu'on est en décembre 2014, si vous venez avec une situation intermédiaire en cours d'année, ça va quand même aider à l'étude du dossier, parce que dans la vie d'une entreprise, 1 an, c'est quand même assez long. De la même façon, si vous avez un prévisionnel de production, si vous avez un carnet de commandes, c'est des éléments à nous envoyer parce que ça facilite l'étude du dossier. Mais une fois de plus, ça n'est pas obligatoire. Ce qu'on va vous demander, c'est vraiment les 3 dernières liasses fiscales avant tout, quelques éléments structurels sur l'entreprise. Et c'est pour ça que le dépôt de dossier est extrêmement rapide sur la plateforme. Et c'est aussi pour ça qu'on est en capacité de donner rapidement une réponse aux différentes entreprises qui nous sollicitent. Moi, j'avais une question encore technique, donc pour les deux. Donc, vous fonctionnez comme les crowdfunding. Moi, je connais très bien le système de TouscoProd, par exemple. Vous mettez une certaine somme, c'est ça, en fait, que vous voulez atteindre dans un certain délai, j'imagine. Et qu'est-ce qui se passe si, par exemple, le délai est dépassé, ou si vous n'avez pas la somme récoltée? La somme, elle est fixée, pour nous en tout cas, la somme, elle est fixée en accord avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut que ça réponde à un besoin de l'entreprise. Ouais. Et il faut que ce soit raisonnable par rapport à sa capacité de remboursement, une fois de plus. Après, on est sur un système de tout ou rien. C'est-à-dire où la somme est réunie en totalité, et dans ce cas-là, l'entreprise a la possibilité de débloquer les fonds si elle accepte le contrat de prêt. Où la somme n'est pas réunie, et dans ce cas-là, on repart chacun de notre côté, sans frais ni d'un côté ni de l'autre, mais sans financement. Et vous remboursez les investisseurs? Les prêteurs sont tous remboursés dans la foulée, exactement. Ok. Et quel est le délai en général? Alors pour un dossier de 100 000 euros, on va le mettre à peu près 10 jours sur la plateforme. Pour un dossier de 250 000 euros, on va le mettre entre 20 et 25 jours. Voilà. Ce qui fait que si vous prenez un cycle complet sur la plateforme, entre le moment où on reçoit un dossier et le moment où le chef d'entreprise reçoit la trésorerie sur son compte, il faut compter au plus court entre 5 et 10 jours et au plus long 25 jours. Voilà. C'est pareil pour l'equity? Sur l'equity, c'est un peu plus long. Ça peut être beaucoup plus long, et c'est dur d'être manichéen ce matin. Un dossier qui cartonne, on a levé 700 000 euros en 1 semaine. Un dossier qui ne cartonne pas, on va mettre 3 mois pour lever 150 000 euros. Donc il faut bien comprendre pourquoi on a ces divergences. C'est que finalement, quand vous allez sur une ILAN, vous cherchez un taux. Donc l'entreprise qui présente le meilleur taux et le risque le plus faible va attirer le plus de monde. Je ne crois pas me tromper. Chez nous, finalement, j'aurais dû faire votre métier parce que ça a l'air plus simple quand même. Chez nous, oui, je pense. Chez nous, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a sûrement un projet très bien qui fait 2 millions de chiffre d'affaires, va attirer moins de gens que le nouveau projet qui fait 0 de chiffre d'affaires, qui est beaucoup plus risqué, mais avec un type qui a une meilleure tête que l'autre. Donc finalement, je peux pas vous donner de... On sait qu'une campagne est validée au bout de 45 jours. Au bout de 45 jours, on sait si elle est morte ou si elle passe. Mais après, on a un projet pour diagnostiquer les maladies psychiatriques. Jusqu'à 6 ans plus tôt. Donc c'est comme une avancée, parce que toutes les maladies qui avancent pas comme ça par poussée, on est obligé de les médicamenter, de voir comment les personnes tournent. Mais là, on avance de 6 ans le diagnostic. Donc c'est quand même une grosse innovation. Le projet, ça fait 4 mois qu'il est en ligne. Les gens se sont réveillés le dernier mois. Et on a eu un co-investisseur institutionnel, et finalement, on devait apporter 200 000 euros, on va apporter 1 200 000 euros. Bon, ça a pris le temps. Bon, il y a eu les vacances entre-temps qui ne nous ont pas aidés. Il paraît que la France s'arrête au mois d'août. Voilà. Mais donc, c'est des cycles qui sont un peu plus longs parce qu'il n'y a pas une carotte d'un taux. Il y a une espérance de rentabilité. Et donc, ça demande à apprécier le dossier
analyser plus le futur et le potentiel des hypothèses du futur que le réaliser et le concret. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus long d'aller chercher des investisseurs en capitaux. Non, juste pour rebondir, enfin, je ne suis pas du tout spécialisé comme vous dans votre secteur, mais moi, il y a deux choses qui me paraissent peut-être, en tout cas, je me mets en tant qu'investisseur, vous voyez, là, pour le coup, j'essaie de me mettre du côté de celui qui mettrait des sous. Moi, à mon avis, en tant qu'utilisateur, je mettrais des sous pour deux raisons. D'abord, parce que le projet me passionne. Typiquement, moi, je suis un passionné d'histoire. Vous faites un film sur une période d'histoire qui me passionne. Je mettrai plus facilement de l'argent que si vous faites un film sur autre chose. Donc, peut-être l'approche communautaire. Et puis, la deuxième approche, c'est aussi l'approche merchandising, peut-être, et cross-média. Par exemple, si vous faites un film sur un thème en disant, bah voilà, je fais un film sur un thème, bon, bah voilà, bah moi, je suis à peu près pas sûr de gagner de l'argent. Tandis que si vous dites derrière, je vais faire des objets dérivés, parce qu'il y a le bicentenaire, parce que j'en sais rien, parce qu'on tombe au bon moment, parce que c'est la célébration d'un anniversaire, parce que derrière, il y aura des applications mobiles, il y aura de la géoloc, il y aura des tas de choses. Ah là, peut-être que du coup, en plus de la passion, je vais me dire, attendez, il n'y a pas de raison que je gagne pas d'argent avec tout ça. Enfin, je sais pas, hein, c'est des pistes, mais peut-être que c'est des clés, je sais pas. Juste pour compléter ce que dit Mathieu, c'est qu'aujourd'hui, sur les produits culturels, enfin, de ce que moi je vois, c'est qu'ils sont plus monoproduits. Et qu'aujourd'hui, ce qui caractérise, par exemple, sur toute la réflexion sur le transmédia, c'est qu'on est d'un produit, on est multiproduit. Et si on fait le premier produit n'étant peut-être parfois que la vitrine des produits sous-jacents, lesquels génèrent de l'innovation, parce que forcément, il y en a, parce qu'il y a de la technologie toujours. Et puis, il y a des usages annexes qui deviennent plus importants. Aujourd'hui, parce que j'ai vu ça, on développe un dessin animé, non pas parce que c'est le dessin animé, c'est juste pour faire la vitrine, pour aller vendre les figurines derrière. Et donc, pourquoi on le fait? Pour vendre les figurines. Mais bon, on va quand même aller chez TF1 ou chez je sais pas qui pour faire le dessin animé qui fera vitrine. Donc aujourd'hui, sur les projets culturels, la dimension transmédia, la réflexion technologie, création qui devient de plus en plus prégnante est une manière de sortir le projet audiovisuel de son circuit classique. Et aujourd'hui, on a tous les moyens. Enfin, c'est une réflexion, jeux vidéo, brand content, je vends les baskets du gars qui va faire toutes les acrobaties, enfin, je sais pas. Mais il y a une dimension deuxième, troisième, quatrième usage dans la même œuvre. Donc ça, je pense que peut-être que c'est des projets comme ça qui peuvent lever l'engouement et l'intérêt des investisseurs. Juste du coup pour répondre à ça, je pense que ça pose la question de l'intégration de la filière du secteur culturel, on l'a décrit comme très atomisée, et c'est le cas, c'est-à-dire que les logiques de distribution n'atteignent pas forcément les sociétés de production, on parle en particulier du cinéma. Tout le côté merchandising et produits dérivés sera considéré plutôt dans une logique de distribution. C'est pas du tout forcément les gens qui cherchent de l'argent pour produire les films. En particulier, je ne crois pas que les demandes qui arrivent sur KissKissBankBank, sur My Major Company, ce soient des boîtes de distribution. Ces boîtes-là sont effectivement plus faciles à financer. La question du financement, si on ne veut pas avoir un seul moule pour l'industrie culturelle et pour l'entreprise culturelle, et qui est un moule extrêmement intégré, si on veut garder un petit peu le modèle des différents producteurs, il faut être capable de financer ces projets. Si on peut garder, c'est tout simplement le modèle de l'indépendance qui est en question. Parce que est-ce qu'on ne peut faire que du gros ou est-ce qu'on peut continuer à faire du petit? Je ne pense pas que c'est... moi, je pense que cette réflexion-là, c'est une réflexion en amont de stratégie. Plus que de filière ou de... C'est une question de stratégie. Qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire? À partir du moment où on va chercher des sous, des gens qui vont mettre beaucoup de sous sur votre entreprise, enfin je sais pas, on n'attrape pas les abeilles sans miel ou je sais pas quoi. Il faut avoir une stratégie au départ. La caractéristique du transmédia, ou moi comment je le comprends, c'est qu'au niveau de l'écriture du projet, il s'anticipe sur un multi-usage. Il se découvre pas au fur et à mesure. Tiens, j'ai un distributeur de merchandising qui a envie de faire des figurines, il a vu mon dessin animé à la télé, il a envie. Bon, ça existe encore. Mais à partir du moment où on se positionne comme une entreprise qui doit lever des fonds sur l'entreprise, pas sur le projet, on n'est pas chez KissKissBankBank là, on est sur l'entreprise, elle se conçoit au niveau de l'écriture. Bah, moi je trouve que c'est un défi sympathique d'écrire de telle manière à ce que on ne transige pas avec la qualité, mais on la porte. Enfin je sais pas, il y a personne qui va dire Star Wars c'est de la merde. Pourtant,
il a été conçu comme un film avec... Enfin, je pense que ce qu'il avait en tête le réalisateur quand il l'a fait, toute sa réflexion sur le produit merchandising, c'est que ça a été créé en même temps. Il y a une réflexion globale. Et c'est peut-être ces modes de réflexion-là qui sont induits par du crowd equity et des exigences d'investisseurs qui permettent peut-être d'avoir d'autres types de produits culturels beaucoup plus intégrés sans que ce soit de la mauvaise qualité, parce que ça ne marchera pas si c'est nul. Hein. Ah, c'était pas ça. C'est pas une question de qualité, c'est une question de taille du projet. Je pense qu'il faut, faut avoir en tête qu'on n'est absolument pas concurrent sur, par exemple, la subvention ou les dispositifs déjà existants. Il y a des dispositifs déjà existants, notamment au ministère de la Culture, dont on a abordé les sujets au début de cette intervention, qui sont là justement pour accompagner ce type de prise de risque. Nous, on est vraiment positionné avant tout sur la vie de l'entreprise, à des niveaux différents en fonction de sa maturité, mais les gens qui viennent chez nous et qui prêtent sur les plateformes, ils ont on va dire, une approche un peu différente de la finance de celle qu'on connaît quotidiennement, même si on voit bien avec les volumes que c'est en train de s'imposer, mais clairement, ils n'ont pas une approche de mécénat. Ils sont vraiment, avant tout, ils viennent prendre des risques avec une rémunération face à ces risques. Bonjour, ma question c'est plutôt vers Anaxago. Donc j'ai lu récemment un papier qui parle de crowd equity aux États-Unis et c'est qu'il raconte un peu par rapport aux caractéristiques de l'investisseur. C'est un investisseur, enfin c'est les gens avec des fortunes, Melissa Mayer, etc. Et qui cherchent plutôt, enfin qui ont une attirance vers les startups sorties de Harvard, etc. Et ce que vous nous racontez ce matin, c'est, il me semble que chez Anaxago, les investisseurs, ils ont un profil un peu différent. Est-ce que je me trompe ou c'est bien ça? Enfin, ils sont beaucoup plus vers l'histoire de la personne qui porte le projet qui est un truc un peu plus carré. Vous avez pris l'exemple de Melissa Mayer, qui est la directrice générale de Yahoo. Forcément, elle va aller dans ce qu'elle connaît. Elle va aller dans les startups web, surtout qu'il paraît que dans la côte ouest, ils savent faire des choses. Donc, ça pullule un petit peu de startup web dans ce sens-là. Ça va dépendre de l'appétence des investisseurs. Là, on a des projets dans la santé, dans les clean tech, on va avoir des projets dans l'industrie. Alors même, c'est plus compliqué. Dans l'industrie, on se rend compte concrètement, même sur les projets financés, que c'est plus compliqué. Mais je vous disais tout à l'heure, dans l'e-commerce, on fait plus de e-commerce quasiment. Parce que c'est devenu aussi hyper concurrentiel et que, alors qu'il faut très peu d'argent pour lancer le site, pour faire venir des gens sur le site et devenir des clients, c'est comme quand vous avez une boutique, soit on se met ici, ça va coûter moins cher, si on veut être rue de la Paix, il y aura plus de monde, mais ça va coûter peut-être beaucoup plus cher aussi. Donc finalement, on retrouve les logiques, on retrouve cette espèce de pragmatisme dans tous les business, que ce soit des startups web qui ont des potentiels d'explosion un peu plus intéressants. Donc, en tout cas, ça coûtera un petit peu moins. Ça coûtera de l'argent, mais peut-être un petit peu moins que dans une industrie, moi, tout de suite en tout cas. Donc, effectivement, il y a une. Moi, je pense qu'on parle plus d'entrepreneuriat que de start-up. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de start-up à un moment donné. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus l'entrepreneuriat qui reprend le dessus, parce qu'il y a eu toute la net économique à boomer, les introductions de Facebook qu'on mis au grand public, avec Criteo récemment. Enfin, il y a eu Iliad, il y a eu Free. Enfin, il y a eu tous ces trucs-là qui ont montré qu'il y avait des start-up dans le monde du numérique qui ont explosé très vite. Donc ça, c'était bien pour montrer aux gens qu'on pouvait créer une nouvelle économie, que c'était intéressant. Et il y a eu ces introductions en bourse qui ont fait miroiter des gains assez rapides, comme la bulle Internet dans les années 2000. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, enfin nous en tout cas quand on s'est lancé, on s'est dit, on parle de plus en plus d'entrepreneuriat. On revient à la valeur de l'entrepreneuriat. Et je rebondis un peu sur ce que vous disiez, ou ce que disait Steven, c'est de dire, considérez pas votre projet comme la production d'un film. C'est de dire, si vous avez une entreprise, c'est une entreprise de production. Et l'entreprise qu'on a étudiée tout à l'heure, ça regroupe un peu ce que vous disiez, c'est la seule entreprise qu'on a étudiée dans le milieu culturel avec laquelle on a avancé un petit peu. C'est une entreprise qui disait, je veux concevoir des documentaires et ensuite utiliser le transcanal pour... Et nous, notre frein, c'était de dire, vous voulez faire des documentaires, vous voulez faire ensuite les réaliser, les produire, les distribuer. Ensuite, vous voulez faire des objets dérivés. Ensuite, des conférences. Je fais, écoutez, vous êtes deux dans l'entreprise, est-ce que vous avez toutes ces compétences ? Donc c'était là, finalement, on s'est bloqué un petit peu à cette problématique-là, de dire que l'entreprise n'avait pas suffisamment de ressources et de compétences pour bien faire toutes ces choses-là, même si la stratégie et si le projet était passionnant en lui-même. Donc moi, je pense que tout est finançable
que ce soit dans le numérique, pas dans le numérique, dans l'industrie, dès lors qu'on a les bonnes équipes et que le projet est cohérent. Et surtout que les hypothèses sont cohérentes. Quand je vous disais tout à l'heure 18 millions en 3e année de chiffre d'affaires, les gens, parfois, il faut les remettre en face de leur nez en disant, vous savez que le dernier qui a fait aussi bien que vous, c'est Groupon. Et Groupon, c'est l'une des croissances les plus rapides de l'histoire. On ne sait plus trop où ils en sont maintenant, mais il faut aussi repartir sur ces bases-là, de dire voilà, concrètement quelles sont vos ressources pour bien faire tout ça. Je vais revenir sur l'accompagnement. Oui, on fait ce qu'on peut, mais les politiques nationales, et là je pense que le ministère de la Culture sera d'accord, ne vont pas toujours dans le même sens. Si on prend la politique de la French Tech qui est en train de se lancer, vous remarquerez que le secteur culturel et créatif, bien que numérique, est assez peu dans la mouvance. Enfin, on y travaille, mais on a un vrai problème. On a un vrai problème parce que, par exemple, dans la French Tech, ils ont mis en place un dispositif qui s'appelle Fast Track pour traquer les pépites du numérique qui, effectivement, après, seront bien exposées aux investisseurs parce que, voilà, elles ont tout bon, elles ont passé la phase de due diligence et on considère que nous, en tant que grappe d'entreprise, on n'a pas de droit de labellisation fast track. J'ai demandé à ce que ce soit... mais bon, c'est peut-être quelque chose que le ministère de la Culture, sur lequel vous pourriez peut-être influer, parce que nous avons, nous aussi, de très très belles pépites. D'ailleurs, on va y revenir maintenant. Hein. On va vous proposer à l'investissement de très belles pépites, qui sont plus que des pépites, mais qui ne sont absolument pas comprises aujourd'hui des investisseurs, et on vous aidera probablement, et c'est là le sens de l'accompagnement, hein, on vous aidera à critériser. Je pense qu'une grille de critères est indispensable. De même que dans l'étude de Stephen Hearn, il y avait un chapitre capital sur l'évolution du crédit d'impôt recherche, puisque la techno est comprise, l'usage... il commence, mais il y a encore des gros soucis. Quant à la création, on n'est absolument pas reconnu en crédit d'impôt créativité. Et donc là aussi, il faudrait travailler ensemble, je pense, à la critérisation de ce que c'est que l'innovation dans la création. Je pense qu'on a gagné aujourd'hui peut-être en crédibilité. Hein. J'espère qu'on vous a créé la confiance à tous les deux. Steven disait tout à l'heure qu'on était des clowns. Vous dites que vous êtes des hippies. Bah, je pense que les clowns et les hippies, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on devrait arriver à s'entendre et à travailler ensemble sur le sujet et de l'investissement et sur le prêt. Je vous passe la parole en conclusion. Écoutez, que conclure de mieux si vous regardez, juste pour la petite anecdote de la French Tech, c'est qu'un jour la French Tech nous a envoyé un mail en disant est-ce qu'on pourrait se rencontrer. Donc, on dit, la French Tech, le gouvernement, c'est génial. Donc j'y vais. Et puis la jeune fille se présente à moi, elle me dit bonjour, je suis French Tech. Je fais mais c'est qui la French Tech? Il fait c'est mon collaborateur et moi. Ils étaient deux. Donc finalement, la French Tech, pour moi, c'est l'exemple de trucs qui ne coûtent rien. Ça n'a rien coûté à personne. On a dit on va faire un hashtag sur Twitter et on va dessiner un coq. Ils m'ont raconté l'histoire du coq, c'est-à-dire que ce petit coq numérique, il a coûté zéro parce qu'ils n'avaient pas les budgets. Le temps de faire des appels à projets, des appels d'offres, des machins, ils se sont dit, bon, il y a un mec qui a dit, ok, je vous le fais gratuitement, le truc. Donc finalement, ce coq, qui est devenu l'emblème de la French Tech, il n'a coûté rien à personne. À un moment, ils sont pas plus empêchés de dire, on va mettre des millions, et là, tout le monde a tapé à la porte pour dire, mais bon, finalement, les millions sont toujours pas là. Mais ce qui a fédéré la French Tech, c'est pas les millions qu'ils ont dit que peut-être ils injecteraient dedans, c'est un hashtag, un coq, et une valeur dans laquelle tout le monde s'est rangé. Donc finalement, je pense que nous, en tout cas, on nous a encore dit, hier, on était reçus à BPI pour nous dire, est-ce que vous aimeriez bien qu'on crée un fonds dédié, machin. Je dis, mais arrêtez de nous créer des fonds, on veut pas un fonds pour le crowdfunding, ça sert à rien. Il y a déjà des FNA, enfin l'équivalent du CNC, enfin il y a déjà, tout existe. Donc on va pas redemander de l'argent à l'État. Mais je pense que c'est le genre d'initiative privée, on a juste bien marketé le truc, c'était deux jeunes au sein du ministère, sous l'impulsion de Fleur Pellerin, etc., mais ils étaient deux, pas d'équipe, rien,
Et tout le monde s'est senti fédéré autour de ce truc-là, avec un espèce de chauvinisme à ce moment-là. Et je pense que la culture française a peut-être pas besoin, enfin, a déjà ce macaron, en tout cas. Il a fallu prouver qu'on était présent dans la tech. Est-ce qu'on a besoin de prouver qu'on est présent dans la culture? Je ne sais pas. En tout cas, est-ce que c'est pas une initiative privée de le faire? Est-ce qu'on doit attendre le gouvernement? Là-dessus, moi, j'ai plus de réserves. Mais en tout cas, je vous rejoins sur les clowns et les saltimbanques. Donc, je vous inviterai à danser volontiers plus tard. Donc, pour ma paroisse, nous, on fait pas de militantisme sur il faut financer, il faut pas financer certaines choses, pas d'autres. Ce qu'on fait à travers notre plateforme, c'est on va donner la possibilité à tous les acteurs de l'ensemble des industries de proposer des nouveaux moyens de financement. Aujourd'hui, pour obtenir un financement, il fallait faire le tour des banques, il y avait un investissement temps qui était important. Nous, on a une seule vocation, on a une seule raison d'être sur la façon dont on travaille, c'est de dire le financement, ça doit rester quelque chose de simple. Pour les entreprises qui répondent aux critères sur lesquels on a partagé, quelles qu'elles soient culturelles, qu'elles soient industrielles. On a financé aussi des agriculteurs, on a tout le panel. Ce qu'on veut, c'est que le financement, ça redevienne quelque chose de simple et que l'ensemble des acteurs se saisissent de cette possibilité d'aller chercher des nouvelles sources de financement et en fassent bénéficier l'ensemble des entreprises qui gravitent autour d'elles. Voilà. Et je pense que on va arriver à fonctionner ensemble parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a encore des carences larges sur le système de financement, notamment auprès des banques, et il y a moyen de trouver une possibilité de travailler ensemble et de proposer de manière encore plus large des solutions de financement, soit en remplacement d'existants, soit en complément aux entreprises culturelles. Bon, je vais juste dire un mot pour le ministère de la Culture. Je vais faire le lien entre la remarque sur le rapport de Steven, la notion d'innovation, innovation d'usage, de la French Tech, et puis sur comment la French Tech s'est montée. En effet, il y avait le constat que les dispositifs crédit d'impôt recherche, mais il y a aussi le crédit d'impôt innovation quand même qui existe et qui s'adresse aux notions de développement d'une innovation. La French Tech s'est aussi emparée du sujet à travers les bourses French Tech qui sont ciblées directement sur l'innovation d'usage. On partageait le constat selon lequel il était nécessaire de développer une meilleure approche de l'innovation d'usage, mais c'est en cours, hein, c'est quand même c'est en cours de développement. La French Tech, en effet, c'est peu de monde. On les a rencontrés nous parce que on les connaît bien, et dans la logique de créer un forum de l'entrepreneuriat culturel, enfin même si c'est un peu institutionnel, mais il y a l'idée quand même, à la suite du rapport de Steven, qui est de dire l'entrepreneuriat culturel, c'est aussi une économie, c'est des emplois, c'est un dynamisme particulier. Et donc il y a l'idée de mettre un coup de projecteur, comme a pu le faire la French Tech, sur un écosystème qui fonctionne avec ses limites bien sûr, mais qui quand même n'est pas que justement l'image qu'on pouvait renvoyer à Steven de saltimbanque, de clown, etc. Donc on est dans l'idée de montrer que ça existe, que c'est une économie, et qu'il y a des acteurs derrière ça, avec leurs spécificités certes, mais qui peuvent s'intégrer aux dispositifs qui existent, et on est là aussi pour les accompagner et fédérer l'énergie qui peut exister dans le numérique, parce que bien sûr il y a eu le numérique, mais c'est aussi la notion d'entrepreneuriat, comme Joachim le disait, qui reprend du sens, et donc avec Fleur Pellerin, notamment notre nouvelle ministre, en mars, on espère pouvoir aussi soutenir ce mouvement. Donc moi, juste un mot de conclusion qui n'est pas finalement très juridique, mais l'idée d'entreprise culturelle qui est une entreprise comme les autres, je ne pense pas que c'est quelque chose de péjoratif. C'est tout d'un coup, elle rentre... elle sort du milieu un peu comme protecteur, comme si elle était faible. On protège les faibles.
et en disant que c'est des entreprises culturelles comme les autres, elles ont une faculté finalement de se montrer au monde et d'être ce qu'elles sont, puisque quand on regarde les rapports, moi j'avais vu le rapport de la SACEM qui montre le poids de l'industrie culturelle dans l'économie française, et puis toute la réflexion américaine qui va faire rentrer ce secteur dans le PIB, et tout d'un coup on s'aperçoit que ça représente ça. Et ben, tout d'un coup, une entreprise culturelle est une entreprise comme les autres, donc tout lui est ouvert sans... presque en sortant un peu de ces chaînes de protection. Elles existent toujours, mais elle peut aller encore plus loin. Et je pense que c'est l'idée qu'on peut retenir de ce qu'on a entendu ici, ce matin, et puis ailleurs. Bien, merci à tous. On va conclure ici. J'invite tous nos membres, ceux qui sont déjà membres du Pôle Média Grand Paris, le 10 décembre à notre journée B2B. On y fera une conférence comme l'an dernier. C'est Alain Busson qui a créé le laboratoire EOL à HEC, qui est un laboratoire de réflexion sur le financement des médias, et qui est l'auteur d'une étude que vous pouvez retrouver en ligne, qui est une étude sur l'avenir des médias à 2020. Voilà. Et il y parle du financement, bien entendu. Merci à tous et très bonne journée. Merci.